Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, samedi le 11 juin, je vais vous présenter les 3 nouvelles expositions qui sont ici au Carrefour culturel Paul Médéric jusqu'au 7 août. Donc, les 3 expositions que j'ai à vous présenter aujourd'hui sont L'air du lavabo de M. Jacques Hudon, La rondade du carré rouge de M. André Jacob et L'âme tempête de Mme Valérie Liard. Bonne visite! Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir M. André Jacob avec moi pour l'exposition La rondade du carré rouge. Bonjour, M. Jacob. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais que vous me parliez de votre titre. Pourquoi La rondade du carré rouge? Curieux, titre un peu curieux peut-être. Effectivement, j'ai travaillé le carré rouge parce que j'étais un peu confronté à la situation des carrés rouges lors du printemps érable en 2012. Et puis, par hasard, j'ai trouvé ce titre-là parce que j'ai rencontré des étudiants qui tournaient en rond et qui dansaient avec des carrés rouges sur la tête organisés sous forme d'architecture, si vous voulez. Je trouvais ça très amusant. Oui. Alors, j'ai dit, ça aide les gens peut-être à voir autre chose, à tourner en rond, mais aussi à se réjouir. Alors, disons que j'ai un titre un peu farfelu comme ça. Voilà. OK. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition-là? Cette exposition ici est un peu variée parce que j'ai réalisé au fil de ma démarche, au fil des ans, que souvent dans certains tableaux, j'ai introduit des carrés rouges, même avant le printemps érable. Okay. Alors, inconsciemment peut-être, comme j'ai ici un Pierrot qui date de 1987, son chapeau, un bicorne, sur son chapeau, il y a des carrés rouges. Et j'ai un autre tableau ici de 2005, je crois, qui est un carré rouge aussi, monochrome, avec différents types de nuances de rouge dedans. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est un attrait pour ce signe-là, signe social, je ne sais pas trop, en tout cas, c'est intuitif, là, je ne cherche pas trop à expliquer. J'ai remarqué que la plupart des œuvres, sauf le Pierrot justement, ou une ou deux autres, sont surtout abstraites. Oui. Vous travaillez l'abstrait depuis longtemps ou c'est arrivé plus tard? Ça fait partie, depuis longtemps, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Mais comme beaucoup de peintres, j'ai commencé à faire du dessin, des natures mortes, des portraits, des paysages surtout, etc. Et je vendais beaucoup de tableaux de paysages. Mais à un moment donné, j'ai évolué avec, je dirais, la prise de conscience de l'utilisation de l'espace. Je me suis intéressé à travailler l'espace suite à des contacts avec différents artistes avec lesquels j'ai travaillé. Et puis, entre autres, Marcel Barbeau et donc d'autres. Et puis, bon, j'ai évolué tout à fait naturellement vers la construction de l'espace et l'expression aussi des forces de la nature, je dirais, par des couleurs assez vives, assez parlantes, etc. Mais je me suis intéressé, je dirais, théoriquement aussi à cette démarche-là. Pour ça, ici, que ce tableau ici, ça s'appelle Hommage à Mondrian. Mondrian, c'est un peintre du début du 20e siècle qui lui, a fait du cubisme, puis a fait des paysages aussi, et tranquillement est venu à explorer justement la force de l'espace et la compréhension de l'espace juste par la couleur, par l'expression, je dirais, peu. Donc, des artistes comme Mondrian, il y en a plusieurs qui vous ont inspiré? Bien, j'ai étudié, je m'intéresse aux peintres de cette mouvance-là. Je dirais, souvent, on m'a dit que j'étais un peu fauve, un peu comme Gauguin à cause de la force de mes couleurs, mais je me suis intéressé aux plasticiens. Quand j'ai travaillé avec le frère Jérôme dans les années 80, il m'a beaucoup encouragé à laisser aller mon intuition pour travailler la couleur. Alors, j'ai apprécié beaucoup cette démarche-là pendant quelques années avec lui, qui était une démarche très spontanée. Et puis, le frère Jérôme était un pédagogue extraordinaire qui ne se gênait pas pour dire « ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon ». Mais en même temps, sa critique souvent permet d'avancer. Et puis, j'ai continué à explorer. Et puis, je dirais que
la peinture, c'est une exploration constante. Hein. Ce n'est jamais terminé. Il n'y a pas de retraite pour la peinture. Hein. C'est l'imagination qui travaille. Oui, oui, oui. L'exploration du paysage, je dirais, dans Charlevoix, m'a permis d'aller plus loin. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans le paysage charlevoisien, quand je faisais des paysages, c'est l'espace. Comment traiter l'espace? Ce n'était pas de faire des petites montagnes avec des petites maisons, c'était d'explorer l'espace et de composer avec l'espace et d'y mettre de la couleur. Et tranquillement, ça a évolué. Ça a évolué aussi dans le sens de mes préoccupations sociales et politiques. Il y en a qui me connaissent, qui savent que... Et j'ai une formation en sociologie et en travail social, mais aussi j'ai fait pas mal de politique dans ma vie, y compris d'être candidat dans Charlevoix. Alors, mes préoccupations sociales se traduisent souvent dans mes œuvres, autant littéraires que picturales. J'ai traité souvent de thèmes à caractère social. J'ai fait, par exemple, pour le 10e anniversaire de l'assassinat des femmes à l'École polytechnique, j'avais fait une série de 14 tableaux, un tableau pour chaque femme. Et j'ai fait une série sur l'Holocauste parce que j'ai travaillé plusieurs fois avec des artistes d'origine juive. On en a discuté beaucoup. J'ai fait une série sur l'Holocauste qui ne sont pas nécessairement des tableaux pour mettre dans un salon pour se réjouir, mais qui ont beaucoup d'impact, qui sont répertoriés d'ailleurs au musée de l'Holocauste à Jérusalem et qui sont ici maintenant au musée d'art contemporain. Ce type d'œuvre-là, avec un caractère social fort, est-ce que c'est vraiment pour vous ou ça trouve écho dans la population? Ça trouve écho. Évidemment, une série sur l'Holocauste, il n'y a pas beaucoup de monde intéressé à cacher ça dans son salon, mais c'est... quand même, bon, cette série-là a été répertoriée par le musée de l'Holocauste de Jérusalem. Et maintenant, elle a été acquise par le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul ici, et j'en suis très content, parce que c'est un thème difficile. La série sur les femmes de Polytechnique, je l'ai vendue depuis longtemps. Ça a intéressé beaucoup de gens, et puis on m'a redemandé d'en faire d'autres, mais moi, quand la série est terminée, je ne suis pas rendu ailleurs. Alors, je pense que, au fond, la peinture traduit un peu ce que j'intègre dans ma personne, à la fois comme personnage politique, et je dirais personnage social et artiste. Tout ça, ça se tient. Et concernant votre création littéraire, est-ce qu'il y a aussi un lien entre la création littéraire et ces œuvres picturales-là que vous présentez? Aussi, parce que dans ma création littéraire, je m'intéresse aussi à des questions sociales, souvent. Par exemple, je ne sais pas, j'ai fait un conte, justement, dont l'histoire se déroule ici dans Charlevoix, et puis le conte traite du racisme et de la gestion de la différence, à partir d'une histoire d'un cheval bleu, une petite fille qui a les cheveux roux, et ainsi de suite. Donc, je pense que j'intègre dans ma façon de m'exprimer plusieurs façons de m'exprimer, mais aussi il y a une continuité dans mes centres d'intérêt, dans les questions qui m'interrogent, qui me choquent parfois. Quand j'ai visité les musées de l'Holocauste, des musées de la mort à Auschwitz, puis, etc., j'ai été extrêmement choqué. C'est un peu ça qui a donné naissance à cette série-là. Puis comme j'ai travaillé beaucoup avec des auteurs, des peintres juifs aussi d'origine juive, alors tout ça, à un moment donné, ça fait, comment dire, ça fait mûrir des modes d'expression sous différentes formes. Est-ce que dans l'exposition qu'il y a ici présentement, on retrouve justement certaines pièces avec un message très fort? Pas spécifiquement. Je pense que le carré rouge en lui-même parle, dans le sens que c'est un signe, et en même temps qui rappelle une mouvance sociale, et ce n'est pas nouveau, ce signe-là, dans l'histoire. Donc, c'est un peu ludique. J'ai fait un coq, j'ai fait une courte pointe, etc. Donc, je m'amuse aussi en peignant. Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui. Et puis, est-ce que votre vécu dans Charlevoix a quelque chose à voir avec votre travail? Énormément, énormément. Parce que quand je peignais des paysages, souvent c'était des paysages de Charlevoix, et c'est l'espace de Charlevoix et la lumière qui m'interpellait beaucoup. Et c'est vraiment en observant l'espace, les grands espaces,
que tout à coup, j'ai commencé à purifier mes tableaux, à mettre en valeur beaucoup l'espace, justement. Et finalement, pour devenir tellement abstrait que je crée des grands espaces sans figure, sans petite maison, puis sans arbres et sans fleurs. L'exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui se nomme « L'ère du lavabo » et est présentée par M. Jacques Hudon. Bonjour, M. Hudon. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel. C'est une joie de vous avoir avec nous, même si ce n'est pas la première fois. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition, dans cette exposition-ci. C'est un peu la continuation de ce que je fais depuis peut-être 6-7 ans. Ce sont des boîtiers sculptures. Autrement dit, au lieu d'être des œuvres picturales, ce sont des œuvres en 3 dimensions. Donc, en même temps, ce sont des boîtiers, ce qui veut dire que ça contient des choses. Ça contient des objets, ça contient des textes, ça contient différentes choses. OK, OK. Et comment est venue l'idée de faire des boîtiers, de faire cette exposition-là? Ça a été une aventure qui a pris forme avec les besoins de quelqu'un d'autre. C'est assez drôle. Okay. C'est que j'avais suivi des cours de ce qu'on appelle le cartonnage. Le cartonnage, c'est toute la technique qui précède la reliure, c'est-à-dire qui permet de fabriquer des portfolios, des coffrets, des boîtiers, des cartables de protection, par exemple. Alors, j'en avais besoin pour présenter des petites sérigraphies pour mettre sur le marché. À ce moment-là, j'étais allé suivre ces cours-là, puis on en avait fait venir à Baie-Saint-Paul une dame qui s'appelle Ursule Turmel, qui était venue nous donner 3 formations en cartonnage et reliure ici à Baie-Saint-Paul avec la Corporation des métiers d'art. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire mes petits cartables tranquillement. Ça fait combien de temps? Oh mon Dieu, ça fait 6, 7, 8 ans peut-être de ça. Jusqu'à ce qu'une amie qui fait de la peinture naïve, c'est vraiment de la typique peinture naïve qui demeure dans Charlevoix, qui est Solange Hubert. Solange Hubert a dit, j'aimerais ça, elle dit, j'ai une exposition en vue, mais elle dit, je veux pas mettre les restants que j'ai, là, parce qu'elle avait fait des expositions, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient vendues. Je dis restants, toutes... Oui. Je sais qu'elle va comprendre. Je comprends des œuvres avec moins d'uniformité, avec les Non, nouvelles. mais c'est ça qu'elle se dit, il y a moins de suite en tout ça. Donc, elle dit, moi, j'aimerais ça faire quelque chose avec toi. Elle dit, j'aimerais ça refaire des tableaux, des petits tableaux, parce qu'elle travaille petit format sur plaque de bois. OK. Un peu comme dans le temps de la Renaissance ou tout ça, là. Donc, elle m'a dit, je ferai des petits tableaux après avoir lu les livres, parce que c'était des tableaux réalisés pour une exposition qui devait se tenir dans le cadre des correspondances à Eastman, le Festival des correspondances d'Eastman. Okay. Mais elle dit, j'aimerais ça, faire les tableaux à partir des correspondances des grands écrivains, puis après ça, que mettre des petits tableaux dans les boîtes. Elle dit, j'aimerais ça que tu me fasses des boîtes pour mettre mes petits tableaux. Moi, je dis, OK, on va en essayer un. Oui. Alors, elle me prête le livre, je lis le livre. Je commence à planifier le boîtier avec le tableau qu'elle m'avait donné. Puis là, j'ai dit, ben regarde, là, Solange, c'est prêt, tu viens voir. Si tu aimes, on continue. Si tu n'aimes pas, si ça ne fait pas, on arrête tout ça là. Quand elle a vu ça, elle dit, c'est bien trop beau pour mes tableaux. Ben, j'avais fait vraiment un coffret, une sculpture. Ben, j'ai dit, c'est ça, moi, que j'aime faire. Je dis, si tu veux pas ça, on arrête ça, c'est final. C'est ça, c'était une œuvre d'art que tu avais fait, non pas un simple boîtier comme ça s'attendait. Voilà, c'est pas un boîtier de protection. Donc, à ce moment-là, on a fait l'exposition, on en a fait 26 en fin de compte. Donc, et le truc des boîtiers a continué après ça. Donc, j'ai eu d'autres expositions et j'ai aimé me mettre en correspondance avec d'autres personnes. C'est-à-dire que j'aime travailler à partir de la littérature, beaucoup. J'en ai fait un à partir de Félix-Antoine Savard. Ça fait pas mal toujours partie de ton processus de création? Assez souvent, oui. Assez souvent. Pour la plupart des expositions, je préfère avoir des textes. Quand on lit des textes, c'est un autre univers. Ça fait naître des images qui ne seraient pas venues à l'esprit si on n'avait pas lu cette phrase-là ou ce paragraphe-là. Donc, j'aime cette nouvelle approche qui me fait naître des idées, des formes, des couleurs que je n'aurais pas eues autrement. Donc, c'est ça que j'aime dans la littérature. Et par contre, quand j'ai fait des expositions depuis 4 ans là, à l'extérieur, beaucoup, je suis retourné à Eastman. Après ça, j'ai fait Val-d'Or, j'ai fait Saint-Joseph-de-Beauce, Trois-Rivières, Winnipeg et tout ça. Et à chaque fois, je prenais contact avec les gens du lieu
et je me faisais référer un écrivain. Ah, Et je me mettais en contact avec cet écrivain-là, on échangeait, il m'envoyait des livres, des textes et tout ça, tellement qu'il y en a un, entre autres, qui est Gabriel Lalonde de Québec, avec qui je veux absolument retravailler à l'automne, parce que ses textes sont absolument fabuleux. Ce sont des déclarations d'amour comme on en entend rarement. Alors, quand on lit ça, et à chaque lecture, c'est nouveau. Et ça vous inspire Oui, beaucoup. à chaque lecture, c'est nouveau. On relit le même poème, puis on voit d'autres choses. On lit autrement. Alors, ces textes sont absolument extraordinaires dans ce sens-là. Ne serait-ce qu'une petite phrase qui dit, par exemple, bon, il pleut des cerises. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Il pleut des cerises. Bien, là, ça part. L'imaginaire part, et là, ça va loin. Oui. Donc, on tombe dans les fruits, on tombe dans les orages, on tombe dans plein de choses, et ça devient intéressant comme ça. On n'a même pas besoin d'avoir de l'inspiration, elle est là, toute faite. Pour l'exposition qui est présentée aujourd'hui, est-ce qu'on est parti de texte? De quel... Non, ça, c'était une autre. À chaque exposition, bien, c'est sûr que la tournée d'exposition, les 5-6 expositions qui ont tourné, bien là, à ce moment-là, je me mettais en contact avec des écrivains, puis je faisais 2-3 coffrets nouveaux à chaque exposition que je donnais à l'écrivain et à la salle d'exposition et tout ça. Donc, ça, c'était mon plaisir de laisser des choses un peu partout comme ça, des traces. Et cette exposition-ci, l'idée date de quand même, il y a à peu près 5-6 ans, quand j'ai fait l'exposition au Musée de Charlevoix. Donc, j'avais demandé à des gens de me faire des textes, qui généreusement m'ont fait des textes, que ce soit Lucie Bérubé, Claude Frappier, Francine Saint-Aubin, m'avaient fait de très beaux textes. Alors, j'avais fait des coffrets à partir des textes. Et il y avait un coffret dans l'exposition que je n'expliquais pas. Les gens me disaient « Hé, celui-là, c'est quoi celui-là? » Je dis « Ça, c'est ma prochaine exposition. » J'avais déjà l'idée de revenir là-dessus. Et je me suis fait plaisir cette année en proposant mon dossier au Carrefour de mettre en marche cette idée-là et de faire des coffrets. Ce sont ce que j'appelle des urnes à tableaux. J'ai dans mon sous-sol des tableaux qui datent des années, quelques tableaux qui me restent. À chaque fois que je faisais une exposition, je gardais habituellement un tableau. Les autres se vendent, OK, je vais m'en garder un, comme des étapes. Puis il y a certains tableaux que j'avais faits et qui étaient des tableaux un peu d'exutoire, des tableaux quand j'avais un problème, quand j'avais quelque chose qui ne marchait pas et tout ça, je faisais un tableau. Mais ça, je ne le montrais pas, c'est mes tableaux à moi, c'est mon trop-plein qui se vidait dans un tableau. Votre journal intime à vous. Oh, oui, c'est ça. Donc j'avais ces tableaux-là chez moi qui dataient des années de 80 à presque 2000, fin des années 90. Alors j'ai pris chacun des tableaux que j'avais choisis, je les ai incinérés, c'est-à-dire que je les ai brûlés. Et ces tableaux sont dans les boîtiers, c'est-à-dire que ce sont les cendres des tableaux qui sont dans les boîtiers et le boîtier lui-même s'inspire du tableau. Alors, dans les boîtiers, il y a les cendres du tableau, la photo du tableau et des fois autre chose, un texte, un petit livret avec des photos et je les accompagne maintenant de murales qui dialoguent avec le coffret. Par exemple, j'en ai un ici qui parle de la Tunisie, qui était faite à partir de sérigraphies que j'avais réalisées avec l'artiste tunisien Mardaoui. Donc, il y a les cendres d'un exemplaire des 13 sérigraphies qu'on a faites ensemble. Donc, il y a 13 sérigraphies en cendres qui sont là-dedans. Il y a un livret avec des citations de poètes tunisiens et il y a la photo des 13 sérigraphies. Qui ont été brûlées et qui se retrouvent. Et derrière, bien, vous avez la référence aux tapis berbères qui sont avec une partie textile que j'ai rapportée de Tunisie, justement, dans le centre. Donc, il y a toujours ce lien-là avec l'œuvre elle-même. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est justement qu'une œuvre qui est là à traîner redonne vie à une autre œuvre. Il y a une espèce de renaissance que je trouve absolument intéressante dans tout ça, ce processus-là. Oui, c'est vrai que c'est beau de voir la réincarnation d'une œuvre de cette façon-là. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une exposition de sculpture, ce sont des boîtiers. Ce sont des boîtiers, oui. Oui, c'est toujours des boîtiers. Ça s'ouvre. Malheureusement, il y en a qui essaient d'ouvrir à un mauvais endroit. C'est pas évident de trouver l'emplacement où ça s'ouvre vraiment, sauf que la plupart du temps, je fais un cahier de visite, c'est-à-dire que j'ai un cahier de visite là, qui va être prêt demain et qui va expliquer un petit peu chacun des boîtiers. Et les livres qui sont à l'intérieur des boîtiers, j'en ai une copie
qui est disponible à l'accueil pour que les gens puissent regarder le livre sans être obligés de farfouiller dans les coffrets pour essayer de trouver le livre. Oui, ça doit être assez fragile quand même. Oui, bien, quand on dit cartonnage, c'est vraiment du carton, du papier, là. Donc ça, c'est la technique qu'on retrouve partout ici? Oui, c'est vraiment la technique très respectée du cartonnage. Même les œuvres au mur? Les œuvres au mur, c'est papier, carton la plupart du temps. Et il y a beaucoup de récupération naturellement, parce que ça a toujours été un de mes principes de base de récupérer beaucoup. Comme là, je m'étais dit, je n'achète pas de matériel nouveau, sauf le carton de base, et il faut que j'essaye d'être génial avec ce que j'ai dans la maison. Ah, wow. Alors, il y a beaucoup de coffrets qui ont été réalisés à partir de récupération de papier que j'avais à la maison, papier jauni, qui sont devenus des très, très belles textures, des catalogues de papier peint, de tapisserie, tout ce que je peux trouver, des vieilles branches, Dieu sait quoi. Okay. Alors, tout s'insère dans les boîtiers, mais ce qui m'importe au départ, c'est que ça soit esthétique. Oui. Donc, l'esthétique est très importante. Je ne veux pas que ça ait de l'air bâclé. Il faut que ça soit vraiment le plus précis possible, le plus beau, le plus net possible. Et il y a aussi, avec cette exposition-là, un peu plus d'émotion qu'il y en avait avant. Et aussi un petit peu d'humour. C'est sûr que ça doit briser le cœur un peu, détruire une œuvre qu'on a mis beaucoup de temps et d'énergie. Non, mais quand on sait ce que ça va donner, quand on dit « je redonne naissance », je repars avec quelque chose de neuf. C'est comme quelqu'un qui donne une naissance, je veux dire, il est obligé de passer. Ça m'a pris 9 mois, hein, je veux dire, que de septembre jusqu'à maintenant, ça m'a pris 9 mois pour faire l'exposition. Ça veut dire qu'il y a une gestation que plein de gens peuvent se rappeler là-dedans. Donc, c'est ça, pour vous, c'est tous des doubles bébés finalement? Oui, c'est tous des petits que je laisse et que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont devenir. Et puis, bien, comme dernière question, votre titre me questionne beaucoup. Oui. J'aimerais savoir pourquoi l'air du lavabo? L'air du lavabo, bien, les gens qui me connaissent souffrent de mes jeux de mots. OK. Alors, c'est rendu une farce. Même où je travaille au musée, ils disent « Ah, on fait du Jacques Hudon parce qu'on fait des calembours, des choses comme ça. » J'ai toujours eu du plaisir à faire ça. Réussi ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon plaisir. Okay. Alors, je me suis dit, à un moment donné, on avait déjà commencé à parler de phénix comme titre d'exposition, mais je trouvais que c'était banal. Puis renaître de ses cendres, l'oiseau qui renaît de ses cendres, c'est un peu banal. Je voulais qu'il y ait plus de personnalité dans le titre. Après ça, j'ai voulu dire, s'il vous plaît, ne touchez pas. Ça aurait pu être un titre intéressant. Mais par contre, je me suis rappelé l'historique de ce que j'ai fait à Baie-Saint-Paul. Et à Baie-Saint-Paul, en particulier, dans Charlevoix, mais à Baie-Saint-Paul en particulier, j'ai toujours fait des expositions de duos, de trios, de groupes, de collectifs. Tout à fait. On vous voit toujours en collectif. La dernière exposition solo que j'ai faite à Baie-Saint-Paul date de 1986. Aïe, aïe. Donc, je me suis dit, 30 ans. Ça fait 30 ans. Donc, la prochaine, elle va avoir lieu en 2046. Ouais, c'est pas ce qu'on se souhaite. Alors, probablement, je ne serai plus là. Il y a des grosses chances que je ne serai plus là. Donc, je me suis dit, peut-être que cette exposition-là, c'est mon chant du cygne. Alors, le chant du cygne, la mort du lavabo. L'air du lavabo. L'air du lavabo, c'est-à-dire l'air, le chant du cygne, le cygne oiseau, mais le cygne, le lavabo. Ah oui. Alors, c'est l'air du lavabo, donc c'est un peu comme mon chant du cygne. On ne se le souhaite pas du tout, monsieur Hudon. Des expositions comme celle-là, j'espère vraiment que ce n'est pas la dernière que vous nous présentez. Je vous remercie, monsieur Hudon. Je vous souhaite vraiment une belle exposition. Merci beaucoup. Cette troisième et dernière exposition que j'ai aujourd'hui à présenter se nomme « L'âme tempête » et est présentée par Mme Valérie Liard. Bonjour, Mme Liard. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel Paul Médéric. Merci beaucoup. Heureuse de vous accueillir ici, entre nos murs. C'est votre première exposition, je crois, à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est la première fois que je viens autant à l'est de ce côté-ci de la rive. Oui. Ah oui? Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? Mon expo, c'est L'âme tempête. L'âme tempête, ça me suit depuis déjà quelques années. Par contre, c'est jamais nécessairement les mêmes tableaux qui sont dedans. L'âme tempête, c'est comme un concept pour moi. Je pense que tous mes tableaux partent de ce que j'ai en dedans de moi. Et puis, souvent, c'est des tempêtes.
Okay. Alors, je me suis rendu compte qu'au fil des ans, bien, tout ce que je faisais, finalement, rentrait dans cette petite boîte d'âme tempête ou l'âme à la mer, les deux. C'est souvent les deux choses qui me reviennent le plus souvent, puis qui englobent la majorité de quoi parlent les tableaux. Donc, c'est la mer agitée, si je comprends bien. Oui, c'est la mer agitée, c'est les remous intérieurs. C'est vraiment des métaphores d'immensité qui reflètent l'intérieur de moi. Oui. Donc, ça donne des œuvres très personnelles, mais aussi très universelles. Donc, dans votre démarche, il y a vraiment, faut attendre le moment précis où vous, votre état d'âme ressemble à... Oui, et puis ça fait aussi que, bizarrement, ça me fait peindre sous la forme des marées. Moi, j'ai des grandes périodes d'accalmie, de marée basse, et puis j'ai des grandes périodes de production. Et puis, je me suis rendu compte qu'au début, je combattais un peu ces grands espaces vides, puis finalement, bien, je me suis rendu compte que de les laisser aller, ça me convenait mieux, puis que quand que la vague revenait, bien, ça l'arrivait, quoi qu'il arrive. Oui, de respecter votre propre rythme. Oui, c'est ça. J'ai arrêté de me battre. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'en parler de votre parcours académique, parcours en tant qu'artiste? Oui. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait... ça a toujours fait partie de moi. J'ai tout fait mon parcours académique dans les arts. J'ai fait toutes les options arts et inimaginables. J'ai fait un bac en arts visuels, en création. J'avais aucune aptitude pour enseigner. Donc, le planning, c'était de me rendre le plus loin que je pouvais dans le processus académique qui était relié aux arts. J'ai pas tant finalement aimé ça. C'est pas quelque chose qui m'a passionnée du tout, en fait. J'étais vraiment plus dans le faire que surtout au bac, là, dans l'intellectualisation de la démarche, dans la pratique. Moi, je suis plus à l'instinct, je marche à l'erreur, donc je m'y retrouvais pas du tout, mais j'ai quand même été au bout de ça pour justement peut-être avoir l'impression d'atteindre le maximum de reconnaissance générale. Je ne sais pas trop comment dire. On dirait que, tu sais, on le sent qu'on est des artistes, on le sent que ça fait partie de nous, mais... C'est vrai, ça vient comme donner un saut de plus. Ça fait aussi, oui, c'est ça. Oui. Ça rassure les gens aussi. Quand tu te dis, ah, t'es un artiste, oui, bien, puis moi, j'ai un bac en art. Ah, ben t'as un bac. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. Bon, fait que, bon, ça donne ça. Puis, en tant qu'artiste, comment ça a évolué, cette carrière-là? Ça a été vraiment des montagnes russes. Quand j'ai terminé l'université, donc comme j'ai vraiment pas tant trippé sur l'université, ma dernière année a été vraiment un gros passage à vide. J'avais de la misère à créer. J'ai même eu de la misère à terminer mes projets de fin d'année. J'étais vraiment comme perdue. Je ne savais pas trop où m'en aller avec ça. Puis, par la même occasion, j'ai fini par présenter quelque chose, là, mais à cette expo-là de fin de bac, j'ai été repérée par un galeriste de Montréal qui, lui, voulait m'engager. Donc, là, c'était comme un genre de combat. Là. Je me suis dit, ah, c'est une chance d'une vie, tu peux pas laisser passer. Par contre, je n'étais vraiment pas dans une période créative, vraiment. Puis aussi, ça devient comme un parcours professionnel, en dehors de l'école, en dehors de l'amusement, si on peut dire. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Ça a duré un temps, mais j'ai pas aimé non plus mon expérience en galerie. Puis ensuite, j'ai arrêté de peindre pendant à peu près une année. OK. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler dans un bistrot à Montréal qui avait une vocation culturelle. Il n'existe plus maintenant, mais c'était vraiment un beau lieu, qui était le bistrot In Vivo dans Hochelaga Maisonneuve. Ma boss, qui était vraiment très impliquée dans tout, en fait, dans ce quartier, aimait beaucoup les arts, donc il y avait des expos qui étaient présentés. Puis à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, tu pourrais les présenter, tes tableaux et tout. Puis c'est vraiment lors de cette première expo-là qui m'a vraiment étonnée. En fait, ça avait très bien marché. J'avais une belle réponse des gens au quotidien puisque j'y travaillais, mais aussi en général, j'avais fait des ventes.
ça m'avait comme donné un peu le courage. Ensuite, j'ai fait quelques symposiums à Montréal aussi, le Festival Montréal en art et tout ça. OK. Puis comme aussi, j'avais une belle réponse, puis là, j'ai vraiment appris à parler directement avec les gens de mon travail. Alors, ça m'a ouvert d'autres horizons, puis j'ai commencé à chercher plus d'autres lieux d'exposition et tout. Que j'ai fait beaucoup justement, de bars-restos. J'ai fait aussi des beaux restos aussi. J'ai eu des beaux contrats. Puis après, j'ai commencé à faire des salles, justement, consacrées à l'art à Maison Antoine Lacombe à Joliette. J'ai fait comment ça s'appelle, donc le Centre culturel Pauline-Julien à Trois-Rivières. Okay. Et puis beaucoup de symposiums à Kamouraska, à Pleine Couleur donc, à vous Québec. Faites encore les symposiums, rencontrer le public sur place. Puis bizarrement, contrairement à ce que je m'attendais, c'est la manière que j'aime le plus être en contact avec... pour présenter mes tableaux. Parce qu'en fait, c'est absolument pas ma force de parler des gens de mon travail, mais je sais pas, dans le contexte d'un symposium où les gens qui s'arrêtent vraiment, ils sont vraiment très intéressés et tout. Donc, à chaque fois, ça me met dans tous mes états, mais j'en ressors vraiment grandi. C'est vraiment super le fun. Mais souvent, en symposium, il faut travailler sur place, devant les gens. Je vois vos œuvres qui ont plusieurs techniques différentes. Pas facile de travailler le métal devant public ou... Non, mais déjà, moi, je sais pas très facile de peindre en public. Je peignais même pas dans les ateliers communs dans l'université. Je suis très solitaire. Par contre, j'ai eu un symposium à celui de Kamouraska où là, c'était vraiment imposé de peindre. Puis là, je m'étais dit, bon, ben il faut faire, mais je m'étais préparée en conséquence d'avance. On avait fabriqué mes encadrements à l'avance que j'avais tapé là, avec du tape vert. Puis ensuite, j'avais préparé mes collages de papier au départ. Puis comme ça, rendu là-bas, il ne me restait plus qu'à faire vraiment la peinture puis l'écriture. D'ailleurs, pouvez-vous m'en parler un peu de la technique présentement? Oui, en fait, j'ai deux grands champs d'activité. J'ai deux branches, on dirait, à ma pratique. Puis j'ai jamais été capable d'arrêter une ou l'autre. Donc là, de plus en plus, ils tendent à se mélanger une dans l'autre. J'avais vraiment tout ce qui était peinture, puis tout ce qui était assemblage. Les peintures sont toutes peintes sur panneau de bois. Je ne peins pas sur toile parce que comme je travaille gros la texture, puis beaucoup le collage de papier, ça ne se prête pas vraiment bien la toile. Donc, je suis sur des panneaux de toutes sortes, là, du maçonnite, n'importe quoi. Donc, c'est des collages de papier qui sont peints. Et puis, quand la peinture est terminée, je fais directement de l'écriture automatique dessus. Donc, j'en garde pas de traces. Si c'est illisible, ça reste comme ça. Ça s'en va dans le ciel, puis elle vient que pourra avec ça. Moi, l'écriture, au départ, ça agissait aussi comme une texture. Donc, c'est vraiment le point central, je pense, de ma création, c'est la recherche de texture. Puis finalement, je me suis découvert une facilité à l'écriture automatique. Et puis, je me suis rendu compte aussi que les gens s'intéressaient beaucoup aux mots. J'ai réussi à toucher, à ma grande surprise, des gens vraiment très intensément avec mon écriture. Donc, ça fait maintenant vraiment partie de tous mes tableaux, pas mal. Puis en assemblage, mais là, je travaillais beaucoup l'acier, vraiment en morcellement, en assemblant des morceaux. Puis là, de plus en plus, dans mes encadrements, dans mes peintures prennent de plus en plus de place. Puis dans mes assemblages, il y a aussi maintenant des carrés qui sont peints. Donc ça se mélange. Oui. Les textes qu'on retrouve justement, est-ce que ça parle de votre sentiment lors de cette création-là, justement? Oui, c'est soit vraiment, moi, je peins souvent sans musique, sans rien. Souvent, c'est vraiment... puis il y a beaucoup d'inconscient dans ce que je fais, donc je vais vraiment aller. Donc, on dirait que pendant tout le processus de peinture, il y a comme... je laisse les pensées vagabonder, on dirait. Puis quand je suis rendue à écrire, souvent, ça s'en ressent. Ou sinon, c'est vraiment par rapport à un sentiment que je vis sur le moment, ou même des fois, c'est pas si clair que ça. Puis je me rends compte des mois plus tard à essayer de relire ce que j'avais écrit sur un tableau, puis de me dire « Ah, je l'avais pas vu, mais c'était tellement à cause d'un événement qu'à ce moment-là, j'avais pas
pas en tout réalisé, puis que finalement, bien, ça vient se coller directement dessus. Donc, ouais. Mais si ça va avec le titre, ce que vous nous avez dit plus tôt, ça ne doit pas être des textes qui sont très gais. Bien, bizarrement, c'est pas si pire. Ah oui? Oui, vraiment, il y a beaucoup de... Je pense que je suis quand même assez optimiste. Alors, la tempête gronde moins. La tempête gronde, mais ça fait du bien de la sortir, la tempête. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, à un certain moment, qui me disaient « C'est bizarre, tes ciels, c'est toujours des orages, c'est toujours assez intense dans l'approche, dans les couleurs aussi assez foncées et tout. » Puis il me disait « Mais ça te ressemble pas, tu sais, t'as l'air tellement... oui, vive, oui. Mais j'imagine que c'est parce que ça réussit à sortir en tableau que ça m'habite pas dans mon quotidien. Peut-être, certainement. Donc, c'est vraiment une manière d'évacuer, je pense. Oui. J'ai vu dans votre CV que vous avez gagné des prix. Oui, j'ai gagné quelques prix. Ça a commencé quand même assez de bonne heure dans une expo collective que j'avais faite à l'université, qui est en collaboration avec une petite galerie. J'avais gagné le coup de cœur de mes pairs, donc ça, j'étais vraiment contente à ce moment-là. C'était déjà une première petite reconnaissance. Ensuite, j'ai eu vraiment des belles expériences au Festival de peinture de Mascouche, où est-ce que je détonnais toujours un peu. J'étais quand même assez, en fait, moins traditionnelle peut-être que ce qu'on retrouvait là-bas. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais la première année que j'ai participé, j'ai gagné le premier prix en nouvelle figuration. Donc ça m'a vraiment donné un beau coup de pouce. Puis dans la dernière année, je participe à peu près chaque année à ce symposium-là parce que je les aime bien, les organisateurs de ce bel événement-là. Et puis l'année passée, j'ai même gagné 2 prix. J'ai gagné un prix, le 3e prix, toutes catégories confondues, et puis le prix de la présidente d'honneur. Donc, wow. C'était ça. J'en revenais pas. Donc, c'est vraiment une belle carrière. Ça fait son chemin. Je pense que c'est tranquillement. J'ai pas d'attente grandiose, puis c'est pas non plus un but ultime. Mais en tout cas, ce que je fais, ça a l'air de bien marcher. Donc, tant mieux. Là, ici, votre exposition, elle est jusqu'au 7 août. Oui. Par contre, si les gens veulent voir votre travail ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de vous retrouver? Oui, bien, j'ai une page Facebook, Valérie Artiste Visuelle, où est-ce que là, on peut voir tous les lieux d'exposition. Je suis en exposition aussi permanente dans mon restaurant. Je suis propriétaire d'un restaurant à Joliette, le Bercail, puis j'ai des tableaux qui sont en constante exposition là-bas. Oui. Et puis, j'ai aussi un site web qui est le www.valerie.com. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je vous souhaite une belle exposition. Merci beaucoup. J'invite le public à venir voir votre magnifique travail. Merci. Alors, j'espère que cette visite vous a plu, des 3 nouvelles expositions qu'il y a ici au Carrefour culturel Paul Médéric jusqu'au 7 août. Bien sûr, je vous invite à venir nous visiter. Aussi à venir visiter nos 2 expositions permanentes, soit le Studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de la région. Et ici, Espace Baie-Saint-Paul sur l'histoire, le patrimoine, la culture de Baie-Saint-Paul, mais aussi des environs. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Au revoir.